Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr, votre web TV de Lyon, du 89 plus exactement, dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, nouveau plateau, une nouvelle équipe de jeunes journalistes en herbe et un invité exceptionnel. Je vous demande d'applaudir très très fort pour ceux qui sont là. Emmanuel Husnet, s'il vous plaît. Le petit public, mais très heureux. Ah oui. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Merci beaucoup d'être présent ici à ComCom TV, à Rozoy. Voilà, et en l'occurrence pour tout le week-end pour les récidos. Merci pour votre invitation avant tout. Merci de l'avoir accepté. Alors, on a une belle équipe de chroniqueurs autour de la table qui ont préparé plein de questions. Ils ont plein de choses à vous demander, à vous dire, à savoir. Voilà, ils veulent savoir, ces jeunes. Donc, on a Lily Rose qui est en CM2 à l'école de Rozoy. Bonjour Lily Rose. Bonjour. Et on a en face de Lily Rose je ne vais pas y arriver, Fiolina. Voilà, Fiolina en 5e au Champ-Plaisant. Bonjour Fiolina. On a Julien, voilà, qui est à côté, qui est un très ancien de ComCom TV, qui lui est en bac pro électrotechnique. C'est ça. Voilà, où tu vas travailler le sujet aussi pour cet après-midi. Oui. Voilà, et en face de toi, on a Hugo, en classe de 4e écologique. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Ça va ? Oui, oui. Tout va bien, vous allez bien ? Ça va Détendu très bien. Voilà. Oui, il n'est pas impressionnant quand même. Non, pas trop. Et puis il a l'habitude des endroits où il fait très froid. Voilà. Les 9e récidos, ça démarre demain. Voilà, donc c'est à la salle des fêtes de Sens. C'est pour les scolaires, jeudi et vendredi. Ça tombe bien, vous êtes des scolaires. Et on va faire un petit point. D'abord, qui est Emmanuel Husnet ? Vous avez une petite idée ? Comment vous l'appelez ? Ouais, vas-y Hugo. C'est celui qui a parcouru le pôle Nord. Ah, qui a parcouru le pôle Nord, il va vous répondre tout à l'heure. D'autres idées ? Explorateur polaire. Explorateur polaire, Femina ? Antarctique. Antarctique, il faut absolument que tu prennes le micro, Fiona, sinon on ne peut pas vous entendre. Voilà. Antarctique. Antarctique, ok. Voilà, ça va faire des croix, hein, tout ça. On va voir. Lily Rose. Voyageur. Voyageur, très bien. Moi, je l'appelle le voyageur polaire, effectivement. Je vais vous dire en quelques mots qui est Emmanuel Husnet. Emmanuel donc, a découvert l'Antarctique en 88. Il avait 21 ans. Voilà. D'ailleurs, à cette occasion, il est parti en kayak, voilà, sur les îles Loften. Oui, alors on est là du côté de l'Arctique et pas du côté de l'Antarctique. Petite précision. Norvège. Là, on a bon. Oui, oui, la Norvège, mais c'est l'Arctique, mais il n'y a pas de glace encore là-bas. On est vraiment en Norvège, dans un pays civilisé. Donc c'est un beau lieu pour s'initier au froid et à la nature sauvage, presque sauvage, mais ce n'est pas encore les dimensions qu'on va rencontrer au Groenland, au Spitzberg, où là il y a des ours blancs et beaucoup de glace. Ah, les ours blancs. On va en parler tout à l'heure. Je crois qu'il y a une question qui vous attend sur les ours blancs. Vous allez voir. Alors, l'année suivante, donc, vous aviez 21 ans, mais quelle idée de partir en kayak à 21 ans C'était l'idée, le besoin de s'évader, parce que je venais aussi d'un parcours, d'une scolarité. Vous savez, c'est pas toujours facile d'être un élève. Je pense qu'on est des jeunes gens qui le vivent. Donc il y a un moment où si on a envie de découvrir le monde par soi-même, d'aller au-delà des murs d'un établissement ou d'une ville. Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai toujours rêvé d'aller voir la montagne, je ne l'ai pas vu souvent, la mer c'est pareil, je ne l'ai pas vu souvent. Donc j'étais dans une grande frustration de découvrir le monde d'une façon générale. J'étais fasciné par la géographie, les atlas, et je ne le voyais pas assez, sinon à travers des écrans. Et j'ai voulu vivre ça par moi-même. Tout simplement le désir de vivre et de découvrir qui m'a amené à voyager. Et comme je n'avais pas beaucoup de moyens, j'ai commencé par marcher, à pédaler, je commençais à prendre un vélo. Et ce qui m'a initié à une démarche où on prend sur soi, on fait l'effort physique d'aller quelque part. Et je dirais que c'est l'effort initial si on veut un jour devenir aventurier, je dirais, ou explorateur, entre guillemets. D'accord, et l'année d'après, du coup, vous êtes devenu un guide
voilà, pour une agence spécialisée. Alors, vous encadrez, comment, durant une quinzaine d'années, des voyageurs, d'aventuriers, des aventuriers aussi. Oui. Alors, c'était la mode au début des années 90, de l'aventure qui devenait accessible à tout public. Et il y avait à cette époque des gens qui étaient très courageux, puisqu'ils partaient avec moi, dans des territoires où personne n'allait. C'est une agence pionnière. On allait dans les endroits du Groenland extrêmement reculés. Même parfois, les habitants locaux n'y allaient pas. Et pour ça, c'est des territoires où il n'y a pas de route. Donc on est obligé de tout faire par soi-même, on ne peut pas prendre un véhicule, donc il faut tirer avec des poulkas, enfin, des petits traîneaux qu'on tire à ski, ou moi, ma spécialité, c'est d'y aller en kayak de mer. C'est le kayak de mer qui te porte les bagages, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire, la tente et de quoi vivre comme ça pendant plusieurs semaines en milieu totalement où il n'y a absolument personne. Désert, tout à fait sauvage. Ça existe encore aujourd'hui dans l'Arctique, c'est encore comme ça. D'accord. Et alors, du coup, l'écriture, petit à petit, l'envie d'écrire est arrivée assez vite. Oui, en fait, c'était aussi partir était aussi pour moi un prétexte pour écrire, parce que je voulais être écrivain quand j'étais gamin, et je me disais, mais être écrivain, oui, mais pour écrire sur quoi? Il faut que je puisse apporter quelque chose au monde. Voilà, sinon, c'est pour raconter ma vie ou imaginer des histoires, d'autres peuvent le faire. Et je me disais que j'aurais d'autant plus de chances d'être publié, d'être reconnu dans ma démarche si je pars de quelque chose d'utile que les autres ne connaissent pas. Donc c'était aussi pour moi une motivation d'aller assez loin dans ces territoires-là, de façon à pouvoir parler de territoires qu'on ne connaît pas et donc de transmettre quelque chose, une information. Pas seulement écrire pour écrire. Le froid, la glace, c'est un endroit que vous connaissez par cœur aujourd'hui. Vous en avez fait quelques ouvrages, une dizaine d'ouvrages. Vous avez commencé par Spitsberg. Oui. Oui. C'est ça, oui, tout à fait. Vision d'un paladin des glaces, c'est ça. Voilà. Parce que le Spitsberg, c'est l'avantage, c'est que la zone la plus accessible à partir de l'Europe, la zone vraiment polaire, où là, on rencontre l'ours. Le Spitsberg, il y a des ours blancs. Et c'est des glaces, ça gèle en hiver. On est très proche du pôle Nord géographique, on est à 1000 km du pôle Nord, mais c'est le Gulf Stream qui permet d'avoir un accès relativement facile à cet archipel-là, parce que les glaces fondent à cause de ce courant. Donc ça appartient à la Norvège, et j'accompagnais des séjours sur ce territoire-là, qui est extrêmement sauvage, qui est relativement accessible, donc, et qui a pour moi été une véritable révélation, parce que là, on se retrouve confronté à des forces de la nature qu'on n'imagine même pas sous nos latitudes. Donc même dans les Alpes, on n'imagine pas ça, parce que dans les Alpes, là, il y a une vallée en bas, il y aura des maisons, des habitations. Là-bas, il n'y a pas de vallée, il y a un horizon, il y a des chaînes de montagnes partout, et derrière les chaînes de montagnes, il y a encore des chaînes de montagnes, c'est l'océan glacial arctique, c'est l'infini, c'est le blanc et le vide total, le vide humain. Mais il y a un grand mystère derrière ce vide de ces territoires-là. Alors, comment justement on vit dans ces territoires-là? Je vais donner la parole à Julien. Julien, vas-y, je t'en prie. Tu as tout préparé. C'est le moment, vous allez être questionné et on reviendra ensuite sur notre ouvrage. Emmanuel, est-ce qu'il est possible un jour que le pôle Nord disparaisse? Voilà. Tout dépend ce qu'on entend par pôle Nord. Le pôle Nord géographique, c'est un point imaginaire. En fait, c'est autre que l'axe de rotation de la planète. C'est aussi extrêmement important sur le plan géographique. Sans pôle Nord, il n'y a ni saison, il n'y a ni l'alternance des jours et de la nuit. Voilà. La planète, elle est un peu mal, sans il n'y a pas de pôle Nord. Donc le pôle Nord, il sera toujours là. Voilà. Après, si on se pose la question, est-il possible qu'il n'y ait plus de glace un jour au pôle Nord? J'ai tendance à dire oui. C'est relativement possible. Et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé sur Terre depuis au moins 15 millions d'années. C'est pessimiste quand même. Je dis peut-être, on ne sait pas, mais ça va de plus en plus vite, ça c'est clair. Ça va plus vite que ne l'imaginaient les scientifiques il y a simplement 10 ou 15 ans, à chaque fois qu'ils révisent leurs estimations au pessimisme, c'est bien ça. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller comme ça, mais toujours est-il qu'il y a encore de grandes réserves de glace sur le Groenland, parce que là on a une calotte glaciaire, mais la zone la plus fragile et celle qui m'intéresse le plus, dont je pourrais vous parler un peu plus, c'est vraiment l'océan glacial arctique, qui est une mer couverte de glace, mais là la glace elle fait que 4, 5, 6 mètres d'épaisseur maximum. Donc c'est vraiment le plus fragile et ça peut disparaître très vite. Voilà. Ouais. Entends la réponse? Je comprends la réponse. Tu as une deuxième question? Oui, une question d'actualité en ce moment, parce qu'on peut voir, il y a des inondations un peu partout en France. Oui. Quelles sont les solutions pour éviter la montée des eaux?
Alors, si vous avez la recette, gratuit, Madame ça. le maire, qui peut être dans le coin. Alors, la montée des eaux, c'est un grand terme. On peut parler de deux choses. Déjà, la montée des eaux, on peut parler de la montée des océans. C'est ça qui est le plus grave. C'est déjà la montée liée à la fonte du coup des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, qui sont les deux grosses calottes glaciaires qu'il y a sur Terre, qui vont faire augmenter, par exemple, si le Groenland perdait la moitié de la quantité de glace, les océans monteraient de 3 mètres partout sur Terre. Ah ouais, quand même. Ce qui signifie que 3 mètres de plus, je ne sais énorme. pas si vous imaginez, mais Nantes n'existe plus, New York non plus, New Delhi, tout ça, ça disparaît. Hein. Je sais pas, Juste Danemark. 3 Ah mètres. oui, oui. Le Danemark c'est disparaît aussi. énorme, oui, en grande partie. Ouais. Donc ça, c'est fondamental. Les Pays-Bas, n'en parlons pas, la Camargue. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire que le monde qu'on connaît aujourd'hui s'effondre, économiquement, politiquement. Donc ça, c'est l'enjeu. La vraie montée des eaux, c'est ça. Alors, localement, c'est sûr, quand il y a une sorte de montée des eaux, c'est lié à une inondation, enfin un débordement et on sait que c'est complexe, hein, les régions. Déjà, les réseaux hydrographiques a été modifié par l'homme, ce qui fait qu'il n'absorbe pas aussi bien l'eau qu'il ne le faisait auparavant. Ça, c'est clair. Et puis, la conséquence du changement climatique, qui est un changement global, peut avoir des conséquences de deux types différentes par rapport à la pluviométrie. Tout ça, ça dépend des modèles que développent les scientifiques. Alors, certaines théories disent que ça va s'assécher, c'est-à-dire qu'on va avoir moins d'eau, globalement. D'autres qui tentent à prouver qu'on va avoir plus d'eau, au contraire. Et voilà. Et plus d'inondations, je veux dire. Plus d'inondations, parce que si on n'a plus de glace au pôle Nord, on va avoir un océan qui va être libre de glace, donc il va s'évaporer, donc on va avoir plus de nuages, plus de remontées aussi d'air chaud du sud, donc des masses d'eau plus importantes, beaucoup plus de nébulosité, moins de soleil. Hein. Et donc des pluies plus importantes par à-coups, très brutales, donc on va avoir des situations d'inondation, débordement des fleuves extrêmement fréquentes. Voilà. Tu vois, Julien, on est un peu paniqué par la montée des eaux dans nos communes, dans nos régions, mais si c'est la mer, c'est autre chose. Je tiens à dire, mais normalement, parce qu'après- la glace prend plus d'espace que d'eau, que l'eau habituellement. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, ça, c'est un problème de physique qui est vraiment très très simple, hein, si vous voulez. Si vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, si le glaçon est à tas de glaçons, une fois qu'il aura fondu, vous verrez que le niveau de l'eau, ça sera le même. C'est ce qui se passe quand la mer gèle et qu'elle dégèle. Le jour où elle dégèle, la mer elle est toujours exactement au même niveau. Ça ne change pas simplement l'eau de mer qui est passée de l'état liquide à l'état solide, et en passant à l'état solide, elle s'est dilatée. D'accord ? Or, ce qui se passe avec la montée du niveau des océans, c'est que ce sont des masses d'eau douce qui sont conservées en altitude et qui sont conservées au-dessus du niveau de la mer. Si vous prenez l'eau qui est dans les glaciers de montagne, par exemple, ça, c'est des volumes d'eau douce qui sont accumulés par la précipitation des neiges pendant des milliers d'années. Tout ça, c'est accumulé, c'est de l'eau douce qui va arriver en supplémentaire dans les océans. Et ça va faire monter le niveau des océans parce que c'est de l'eau qui ne s'y trouve pas à l'heure actuelle. C'est de l'eau qui est conservée à l'état solide au-dessus du niveau de la mer, en Antarctique et au Groenland. Et c'est des volumes très importants. Et ce sont ces volumes-là qui, s'ils ne sont plus au-dessus du niveau de la mer, mais qui rejoignent les océans, qui vont forcément les faire gonfler. Voilà. D'accord. Lily Rose, le réchauffement climatique. Ah, je crois que tu as une question là-dessus. Mets bien ton micro contre le menton. Tu recherches ta question. Pourquoi cette île est si importante pour notre avenir climatique? Laquelle île? L'île Dance. L'île Dance. Alors l'île Hans, Hans. H-A-N-S. Alors on peut faire, on peut l'appeler comme on veut. Alors pourquoi? Alors c'est vrai, dans mon parcours, on a une petite particularité. Je suis le seul à faire cette chose-là. C'est que je souligne l'importance de cette île. C'est un rocher, c'est un caillou qui fait à peu près 1 km², donc une centaine d'hectares, et qui se trouve à 1000 km de distance du pôle Nord et qui est coincé entre deux pays, qui sont d'un côté le Canada à l'ouest et de l'autre côté le Danemark à l'est, le Danemark avec le Groenland qui appartient au Danemark. Et cette île, elle est au centre d'un chenal qui permet d'accéder en bateau au pôle Nord. Au jour d'aujourd'hui, aucun bateau ne peut accéder au pôle Nord en passant par ce chenal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la glace. Il y a de la glace qui recouvre la mer. Et la glace est encore plus forte même que les brise-glaces aujourd'hui. C'est très très fort.
Donc, ce qui fait qu'on ne passe pas. Mais le jour, il n'y aura plus de glace et les bateaux pourront passer. Or, il y a cette île au milieu et on ne sait pas à qui elle appartient, parce que les deux pays se bagarrent pour dire non, c'est à moi, c'est à moi. Voilà. Il y a un conflit territorial entre le Danemark et le Canada. Donc, l'idée, c'est de dire que cette île, elle appartient avant tout à tout le monde. Parce que l'enjeu, ce n'est pas de préserver les intérêts économiques ou politiques d'un pays ou d'un autre, mais c'est de préserver les intérêts vitaux de l'ensemble de la population de cette planète. Et notre intérêt vital aujourd'hui, c'est de conserver des écosystèmes qui fonctionnent encore à peu près. Et l'écosystème de l'océan glacial arctique est fondamental dans l'équilibre de nos climats. Donc on a besoin de conserver de la glace sur l'océan glacial arctique si on veut avoir encore un climat viable sur Terre. Ça relève de l'intérêt commun. C'est pour ça que je voudrais faire de cette île un symbole de l'intérêt commun. Ou je crois d'ailleurs même, on peut en acheter des petits bouts. Oui, alors j'ai lancé ça, c'est-à-dire que ça ne nous appartient pas, on ne veut pas que ça appartienne aux autres, donc symboliquement, on acquiert un mètre carré, ça n'a pas forcément de valeur légale, ça n'a pas encore tout à fait juste aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça aura une valeur légale. Donc c'est bien d'investir sur l'île Hans. Alors combien ça coûte un mètre carré sur Ça l'île va Hans? à partir de 5 €. Après, Oui, on peut donner c'est ce qu'on une veut. participation, Voilà, en c'est fait, une participation à l'engagement de l'association. D'accord, qui qui s'appelle s'appelle Hans Universalis, et qui porte cette cause-là, qui a une vision d'ordre politique, qui est liée à la prise de conscience globale de ce qui se passe, et de se dire que, bon, si on veut que ça change, que corriger, sauver tout ça, ben, il va falloir se bouger, nous, et de se mobiliser à notre propre échelle. Donc nous, en tant qu'individus, et de se mobiliser aussi sur notre territoire. Et c'est ça qui est très important, et ce qui fait le lien aussi avec les récits d'eau. Parce que je crois que ce qui est important, c'est le territoire aujourd'hui, plus que les gouvernements et plus que les États. Hein, bon, après, on passe à une dimension politique, absolument. etc. Mais... Lily Rose, tu avais une autre question pour Emmanuel. Pourquoi vous vous êtes spécialisé dans le domaine polaire? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, j'ai horreur du froid, initialement. C'est vrai, j'avais peur du froid. J'ai jamais fait de ski. J'ai jamais fait de ski, parce que c'était... Bon, j'ai fini par découvrir en allant là-bas. Mais on s'aperçoit que quand on rencontre les Inuits qui vivent là-bas, les Esquimaux, on appelle aussi, ils ne font pas de ski non plus. C'est-à-dire que c'est un peuple de la mer, qui vit au bord de la mer, qui vit avec le milieu. Et pour eux, l'Arctique, c'est un environnement dans lequel ils vivent. Ce n'est pas un lieu de loisir. Voilà. Ce n'est pas un lieu de performance pour être meilleur que les autres, pour aller plus vite, glisser plus vite que les autres. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Et je pense que j'avais cette philosophie-là. Alors, pour en revenir à ta question, peut-être que je m'y éloigne. Peux-tu me la répéter, s'il te plaît, Lily Rose? La question, Lily Rose, c'était pourquoi vous, parce que du coup, elle n'a plus le micro, pourquoi votre spécialité est Lily Rose, redis-moi. Le domaine polaire, voilà. Il faut que tu t'attendes parfois que l'invité te repose la question que tu as posée. Donc, il faut toujours être prête. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, j'étais attiré par ce qui n'était pas connu. Voilà, ce qu'on ne voyait pas à la télévision. Et à l'époque, moi, quand je suis allé là-bas, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google Earth. Donc pour moi, c'était très mystérieux. Le froid était très mystérieux. Et derrière le froid, même si je n'aimais pas ça au départ, il y avait le sentiment de liberté. Et le sentiment d'une lumière extraordinaire. Parce que lorsqu'on va là-bas, moi je navigue. Vous imaginez pas que je marche dans les froids extrêmes par moins 40, moins 50. Non, ah bon non. Ok, j'avais cru. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est comme partout, l'Arctique, même plus qu'ailleurs, les saisons sont extrêmement marquées dans les régions polaires. Il faut bien comprendre ça. Et autant l'hiver est rigoureux, mais l'hiver on ne peut rien faire parce que non seulement il se fait extrêmement froid, il y a des tempêtes pas possibles, et il fait nuit. Dans le froid, dans le noir, etc. On ne peut rien faire, mais aucun humain ne fait quoi que ce soit en hiver. C'est-à-dire qu'il y a quoi, 2-3 heures de jour, c'est ça, à peine? Oui, mais à peine. Enfin, je veux dire, une vague lueur, si c'est couvert, et en plus, on ne voit rien, quoi. Je dirais que c'est intéressant à partir du printemps, mais la période la plus intéressante, pour moi en tout cas, c'est la débâcle. Vous savez ce que c'est la débâcle? C'est le moment où la glace se met à fondre. Et chaque été, dans l'Arctique, la glace se met à fondre, parce qu'il y a aussi un été arctique. Vous avez entendu parler de l'été arctique? Vous connaissez, vous savez qu'il y a des ours blancs dans l'Arctique, mais il n'y a pas que des ours blancs. Il y a aussi des bœufs musqués. Vous savez à quoi ça ressemble? Il y a aussi des rennes. Il y a aussi des lièvres arctiques. C'est-à-dire qu'il y a une faune qui va se nourrir d'herbes dans l'Arctique.
même tout au nord de l'Arctique, tout en haut du Groenland, il y a des animaux qui vont manger de l'herbe. Donc s'il y a de l'herbe qui pousse, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ça fonde, qu'il n'y ait plus de neige et que le soleil chauffe suffisamment le sol pour que ça pousse. On est d'accord avec moi? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'été arctique. Et c'est une période, c'est une saison qui est assez merveilleuse parce que autant le reste du temps, c'est vraiment, enfin, c'est dur, hein, c'est austère, hein, je vous assure. Mais c'est un combat, je veux dire, quotidien pour lutter contre la mort, hein, l'Arctique en hiver. Mais l'été, c'est un déploiement de vie, il y a une énergie extraordinaire, c'est magnifique, il y a des couleurs, il y a tous les oiseaux qui remontent, il y a aussi les bernaches, les mouettes, les goélands, les guillemots, et voilà, un tas d'oiseaux rares, mais très nombreux là-bas. C'est un festival de beauté, en fait, l'Arctique en été. Et ça donne envie d'y aller. Voilà. Et voilà, Non, exactement. vrai, en plus. Et c'est pour ça que j'y vais dans cette période où où la mer est un peu libre, libre de glace et elle permet de naviguer. Parce que s'il faisait toujours très froid dans l'Arctique, on ne pourrait jamais naviguer. Et les Inuits n'auraient jamais pu y vivre non plus, parce que les Inuits ont quand même inventé le kayak. Et puis il faut vous dire que pour faire du kayak, il faut que l'eau, elle dégèle. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous en avez fait un petit peu votre spécialité. Alors. Voilà, pour expliquer que... Bien sûr. Alors Hugo, justement, tu as aussi des questions. Oui. Je crois aussi que ça fait partie de ton programme scolaire aussi. Oui, ça fait beaucoup partie de mon programme scolaire, justement. Donc, ma première question, c'est pour vous, quelle est la partie la plus compliquée pour lutter contre le réchauffement climatique? Voilà, repose voir ta question. Donc, je disais, pour vous, quelle est la partie la plus compliquée pour lutter contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui fait que... C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Merci. Mais la question est elle est aussi compliquée que la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une partie politique, hein? Il y a aussi ça. Hein. Le plus compliqué, c'est d'arriver... Voilà. C'est d'arriver à rendre quelque chose de distant aussi important que si c'était juste à côté de nous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a un accident, la voiture, voilà, on se recule pour pas traverser quand la voiture qui passe, c'est normal. Mais là, le danger, on l'a vu, il était immédiat. Mais un danger qui est connu aujourd'hui, on le connaît, les scientifiques sont extrêmement nombreux à expliquer tout de long, en large et en travers. Hein, je peux dire qu'ils connaissent très bien ces sujets-là. Mais c'est distant parce que ça se passe déjà loin. Là où c'est le plus grave, c'est dans l'Arctique, là où ça fond, parce que ça a beaucoup de conséquences. C'est aussi important aussi ici, ça l'est de plus en plus. Mais en même temps, on se dit, voilà, ça se passe, il y a une distance, ça va se passer plus tard. Donc on remet ça à plus tard. Je connais beaucoup de gens qui sont de ma génération ou un peu plus âgés qui me disent, ah, mais on trouvera bien. Alors c'est sympa. On n'est pas sympa pressé pour les autres. pour demain. Voilà, c'est de dire, nous, on a été idiots, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas été responsables, mais je n'ai pas l'intention de l'être davantage, mais les autres seront plus responsables que je ne l'ai été. Voilà. Et ils auront la solution que nous, on n'a pas trouvée, moi je ne l'ai pas trouvée, mais les autres trouveront. Voilà. Toujours la faute des autres, et l'avenir a la réponse. Très bien. Mais je voudrais que, justement, le plus difficile, c'est de faire comprendre que c'est nous qui sommes responsables. Aujourd'hui, vraiment le problème. Mais dès lors qu'on raisonne comme ça, c'est sûr qu'on ne fera jamais rien. Ça, c'est clair. Ça sera les autres plus tard et ça va s'arranger tout seul. Non, ça ne s'arrangera pas tout seul. Et on est tous impliqués, quel que soit notre âge. Parce que finalement, le résultat du monde aujourd'hui, je dirais que les plus innocents, ce sont les plus jeunes. Parce qu'ils sont nés dans un monde qu'on leur a imposé, hein, ils ne l'ont pas choisi. Mais aujourd'hui, des gens qui ont un certain pouvoir peuvent faire des choix. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un président de la République, aujourd'hui, il n'a pas du tout tous les pouvoirs. Il a très peu de pouvoir, il fait ce qu'il peut. Généralement, il a un pouvoir d'image, il essaie de rassurer tout le monde, en gros. Mais il n'a pas les ficelles. Surtout, c'est-à-dire que le président de la République, il faut bien penser qu'un chef d'État, il n'existerait pas. Le pays fonctionnerait quand même. Il n'y a pas de gouvernement, il fonctionnerait quand même. Au bout d'un certain temps, on commencerait à se poser quelques questions, mais qui tient la barre? Mais bon, il avancerait parce que le pays est équipé pour avancer. Il y a tout le monde qui travaille, l'économie fonctionne. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est-à-dire que si le jour où il va décider quelque chose, il va du moins à faire changer ce qu'il va décider, parce que ça fonctionne sans lui, en définitive. Et c'est pour ça que quand il parle du climat, le chef d'État, il n'en sait rien du climat. Il va essayer de rassurer les gens qui sont inquiets, mais en définitive, il ne fera rien de concret. Il y a quand même des équipes qui, eux, justement, sont là pour lui remonter des bonnes infos. Non, peut-être que je me trompe. Oui, on leur remonte des bonnes infos. Ils ont des discours magnifiques. Hein.
François Hollande avait des discours magnifiques, mais là, je peux entrer dans les détails, mais c'est assez, Non, on assez va pas. effrayant. Mais ils ont des discours magnifiques. Si vous voulez, j'ai été invité à l'Élysée pour parler de ce que je fais, à l'Élysée. Oui, Mais- donc il s'adresse quand même aux spécialistes. Ah oui, mais pour l'image, c'était au moment Oui, de la on est COP d'accord. 21. Pour dire, voilà, la France s'intéresse aux initiatives, c'est bien, on a plein d'idées, etc., etc. Mais quelle aide ai-je reçue de l'État? Aucune. Alors j'ai de l'écoute des gens qui travaillent au sein du gouvernement, mais l'écoute que je reçois, ce n'est pas l'écoute des gens qui décident. Et voilà, à l'échelle de la décision, eh ben, il ne se passe pas forcément grand-chose. C'est compliqué parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas prendre des décisions qui iront très souvent à l'encontre d'intérêts économiques immédiats. Voilà. Donc la problématique reste humaine d'abord et avant tout. Elle est humaine, elle est sociologique, elle est dans les mentalités, elle est vraiment liée à notre façon de vivre, à notre façon de penser le monde Tu vois, aujourd'hui. la plus grande des problématiques, c'est d'abord celle humaine. Comment Voilà. faire en sorte voilà, que le Tout à fait. réchauffement climatique avance plus vite, c'est d'abord, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est une question vraiment humaine voilà, de la façon de penser, d'être, de vivre et de se regarder entre nous. Il va falloir changer les mentalités des jeunes. Hein Fiolina, voilà, tu as aussi une question, des questions à poser à Emmanuel. Fais attention de ne pas taper ton micro, parce que ça s'entend après de l'autre côté. Voilà, on t'écoute. Pourquoi vous avez accepté d'être le 9e parrain des Récidos? Ah, pourquoi, voilà, êtes-vous le 9e parrain Oui, des oui. Récidos? Fiolina, est-ce que je peux te poser une question? Une question par une question. Pourquoi aurais-je refusé? Pourquoi? Donc c'est simplement pour te dire que je n'avais que des bonnes raisons d'accepter. Alors, est-ce Voilà. que les Récidos, justement, est-ce que c'est aussi l'endroit où il faut être Mais présent? moi je pense que c'est très important parce qu'en définitive, des moments pour se rencontrer, pour communiquer, aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça. Même au sein d'une même profession, parce que tous les gens qui travaillent, par exemple, autour de l'eau, font souvent des métiers très différents. L'eau, ça peut être voilà, le traitement de l'eau, l'hydrographie, les fleuves, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et si on ne sait pas ce que fait le voisin, eh ben, on ne peut pas penser un territoire et prendre des décisions, justement. Et ce qui est important, avant de prendre des décisions, c'est de pouvoir réfléchir longuement à partir de données qui sont connues, c'est-à-dire de se renseigner, s'instruire, apprendre autour de soi, du territoire et des autres. Et les récidos, c'est vraiment le type d'événement qui, au-delà de l'événement, ce n'est pas un événement gratuit, c'est-à-dire qui a un sens sur un territoire, à la fois dans le permettre à des professionnels de se rassembler et de faire comprendre au public ce que font les professionnels et de faire comprendre aussi à la jeunesse qu'il y a des voies pour l'avenir, parce que ce sont de vrais métiers. Parce qu'on touche quelque chose de fondamental, hein, l'eau. C'est comme la terre, ça pourrait être sur l'alimentation, par exemple, ça pourrait être des grandes questions sur le transport, l'urbanisme, etc. Ça fait partie des grandes questions de la société qui nous permettent de vivre sur un même territoire. Donc c'est vraiment des vraies questions pour des métiers d'avenir, parce qu'on aura toujours besoin de savoir-faire, de personnes qui vont travailler sur la question de l'eau. Ça c'est certain, et ça c'est très important. Et un salon, ça souvent c'est un festival, c'est fait pour ça, permettre à des gens de se rassembler. Si moi, à mon niveau, je peux apporter quelque chose, tant mieux. Ne serait-ce que d'apporter un peu de dépaysement de par l'ouverture sur ces dimensions polaires qui sont aussi bien lointaines. Et c'est très difficile de se projeter à la fois sur le local et sur l'international, sur le global. Et c'est tout l'enjeu du défi aujourd'hui, parce que je pense qu'on arrivera à résoudre les grandes questions d'aujourd'hui lorsqu'on sera capable d'avoir à la fois une intelligence du local et de s'impliquer sur le local en même temps qu'une intelligence du global. Des petites gouttes d'eau Oui. pour faire des grandes rivières. Oui, mais il faut penser la rivière aussi en même temps. Parce que les petites gouttes d'eau, ça ne suffit pas. Il faut avoir l'idée de la rivière. Fiona, tu as Voilà. une deuxième question. Merci beaucoup, Emmanuel. Moi, je connais Robinson Crusoe et pourquoi les gens ils vous appellent Robinson des Glaces? Ah, Voilà, ouais. C'est aussi une bonne bonne question. question. Bon, pour être honnête, hein, je me suis un peu appelé comme ça tout seul, parce que je trouvais ça joli. Et parce que je me suis aperçu qu'il y avait... Je travaillais dans ce qu'on appelle le milieu de l'aventure. C'est-à-dire que mes premiers livres que j'ai publiés, c'était un éditeur qui s'appelle Transboréal, qui est spécialisé dans la publication d'écrivains aventuriers. Donc moi, je connaissais plein de gens qui vont partout, voilà. Et il y a un truc qui n'avait pas été encore fait, et c'est vrai que les gens qui font des aventures ont tendance à toujours chercher ce que n'ont pas encore fait les autres, c'est de se laisser dériver sur une plaque de banquise pluriannuelle, c'est-à-dire une plaque de banquise très épaisse qui se forme sur l'océan glacial arctique.
Ça, personne ne l'avait fait à notre époque. En revanche, ça a déjà été vécu au 19e siècle par des expéditions, c'est-à-dire les explorateurs qui ont exploré la région il y a 100 ans, surtout à peu près il y a 150 ans. Mais ils ont fait ça par accident. Ils sont arrivés avec des bateaux qui étaient encore avec des coques en bois. Beaucoup restés coincés d'ailleurs. Ah, voilà, ils restaient coincés. Puis avec la pression des glaces, l'hiver arrive et puis là, ça gèle parce qu'ils arrivent, ça dégèle, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ils naviguent sur l'eau qui est libre de glace, mais ils sont fermés par les glaces. Après, ça a une pression énorme, donc tout ça écrase tout ça. Donc ils se retrouvent avec leur barque, parce qu'ils ont un canot de sauvetage avec eux, plus avec les vivres qui descendent sur la glace. Et même sur la glace, ils sont emportés par les courants vers le sud. Et il y a 2 aventures comme ça extraordinaires qui ont été vécues par des expéditions qui étaient à la dérive finalement, qui ont échoué. Et tous les gens qui se sont retrouvés accidentellement sur un bout de glace et qui ont dérivé, mais pendant des mois, ont tous survécu. Robinson. Voilà. Et c'était vraiment des Robinson des glaces. Robinson des Et glaces. c'était en hommage en fait à ces aventures-là, pour vous en parler aussi, que je voulais vivre ça, sachant que d'ici quelques décennies, peut-être d'ici 10, 20 ou 30 ans, cette expérience-là ne sera absolument plus possible sur Terre. Parce qu'il n'y aura plus sur Terre de glace suffisamment épaisse pour soutenir la peau d'un homme sur plusieurs mois. Parce que la glace, elle fond avant de... Voilà. Robinson des glaces, une aventure au bout du monde pour sauver la planète. Les arènes, récits d'aventure. Ouais. On est d'accord? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a plein de questions que vous aviez encore prévues, mais on a déjà plus de 30 minutes d'émission. Donc n'hésitez pas en tous les cas à venir rencontrer Emmanuel Husnet pendant ces 2 jours pour les scolaires, c'est-à-dire jeudi et vendredi, c'est demain et après-demain, ça c'est pour la partie scolaire. Je crois qu'il y en a qui vont y aller parmi vous. Non, voilà, donc Hugo, tu pourras de nouveau rencontrer Emmanuel, mais vous avez aussi vous, samedi et dimanche, où c'est ouvert pour tout le public, c'est à la salle des fêtes de Sens, toute la journée de 10h à 18h ou 19h, des spectacles, des stands, on va parler de l'eau, on va parler de tout, des écosystèmes, de plein de choses, et vous pourrez aussi poser plein de questions à Emmanuel Husnet. Je vous rappelle que son ouvrage, qui est le dernier, qui est sorti l'an dernier, en 2017, qui s'appelle Robinson des glaces, que vous pouvez retrouver un peu partout dans les bonnes... comme on dit, dans les bonnes librairies ou sur Internet. N'hésitez pas. Un site Internet, Emmanuel, on peut vous retrouver. www.hansuniversalis.org. Voilà, donc vous avez tout s'inscrit en bas de votre écran. Merci beaucoup, Emmanuel Husnet, qu'on peut applaudir très très fort d'être venu ici. Merci à vous, vraiment. Merci. Voilà, les récits d'eau, c'est organisé évidemment par l'agence Seine-Amont Normandie, que je ne dise pas de bêtises, voilà, de l'eau, c'est donc de Sens. Voilà, donc c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui réunit énormément de monde. Mais vous pouvez venir donc samedi et dimanche pour tout le monde. Jeudi, vendredi, c'est les scolaires. Vendredi soir, vous pourrez retrouver aussi Emmanuel Husnet pour, je crois, vous faites un... Je ne dis pas de bêtises, c'est une... là, j'ai pas le mot, vous allez m'aider, Emmanuel. Il y a une projection. Une projection, voilà, une projection conférence, voilà, vendredi soir, qui va se passer, je crois, Raphaël, il est où, Raphaël? Où est-ce que ça se passe? Voilà, Lieuzy, voilà, vous allez voir un très bel amphithéâtre où vous allez aller vous promener tout à l'heure. Vous allez aussi vous promener tout à l'heure, Emmanuel, au-dessus de Sens. Vous allez voir, c'est très sympa, une caméra va vous suivre, une caméra de comme si, elle va vous suivre. Là, c'est le jeune homme qui est derrière la caméra qui va la prendre et puis qui va vous suivre toute l'après-midi pour qu'on puisse avoir des images de vous découvrant Sens de haut. Merci encore. Merci à vous de votre invitation. Merci à vous. Et voilà, mais je dis jamais non à une invitation. Voilà. Merci les jeunes, merci à vous, merci Hugo, merci Fiolina, merci Julie, merci, j'ai perdu Lily Rose et merci Julien. Voilà, je vais y arriver. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'A Découvert, une autre thématique, mais on n'oublie pas l'eau. Tout ce qui est réchauffement climatique, c'est d'abord un problème humain. Donc tous, on y pense. Ça sera le mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Merci en tous les cas à vous. Ciao, bye, à la semaine prochaine. Bye bye.